Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Un numéro spécial les gars sur le Rogue Invitational, toujours sponsorisé par allout.space. Ok, le seul site où des blogueurs fous peuvent écrire des trucs sur la méthodologie que vous aimez et pas que. Ce soir, j'ai réuni une équipe de choc puisque j'ai mon compère habituel, Gauthier, si vous ne le connaissez pas. Gauthiouche, comment tu vas? Ça va super bien, merci. Et toi, Ellie, comment tu vas? T'as la forme? C'est génial. Vraiment, on dirait Rich Froning. Tu lui poses une question, la réponse dure 2 secondes et il passe à autre Ah chose. non, moi je suis factuel comme mec, je suis factuel, tu sais. Et ça Non, ça va va très, très super, bien. en pleine forme. À part que je viens de voir que tu avais une G-Shock avec des piles. Et moi, j'ai un gars que je connais qui a dit qu'il allait me passer une G-Shock sans piles. Je Et vais te prêter une G-Shock. Promis. Mais je suis déjà sponsorisé par Rogue, je suis dans le thème pour la compète. Oh, j'ai déjà spoilé l'épisode. en tout cas, on est pas mal. Et on n'est pas, il n'est pas tout seul, Gauthier, puisque ce soir avec nous, on a la chance d'avoir Tom, avec qui j'ai travaillé notamment sur le French Rodon, mais aussi à distance lors des games. Tom, comment tu vas? Salut Ali, salut Gauthier, bonsoir à tous, ça va, pleine forme. Elle aussi, il a à fond de balle, hein. Vraiment, il va me rendre la vie facile ce soir. Mais lui aussi, il a un sponsor. Ok, il le porte sur ses pecs saillants. Ouais. Vous verrez, c'est un fondu de la méthodologie. En tout cas, au programme de ce soir, pour faire simple, on va beaucoup parler du Rogue Invitational, on va parler de la programmation, on va parler de ce qu'on a pensé du stream, de la compète en elle-même. On évoquera le cas particulier de certains athlètes, aussi bien pardon, chez les hommes que chez les femmes. On parlera de ce qu'on appelle les légendes, c'est Gauthier qui s'en chargera. Et puis, on clôturera pour parler un petit peu de nos prochains rendez-vous. Voilà, en tout cas, on va attaquer par le commencement. Et le commencement, c'est sans doute pour les gens qui nous écoutent de parler un petit peu de Rogue Fitness, ok, sans chercher à faire la promotion de cette marque qui est quand même une marque de ouf, pour essayer de comprendre en quoi est-ce qu'elle est si intimement liée avec le CrossFit. Donc, les gars, on fait un sondage, ok. Première chose, à date de création de Rogue en tant qu'entreprise. Oh. Alors là, ça c'est dur. Euh, Allez, moi je me mouille 2005. 2005. Ok, qu'est-ce que tu dis? Ouais, je vais tourner autour de Gauthier, allez, du coup on va dire Arrête tout de 2004 suite. pour de changer. On Mais s'arrête au juste prix, c'est plus. Arrête tout de suite de tourner autour de moi. En attendant, ouais, les gars, vous n'étiez pas loin. Rogue, c'est une entreprise qui a été conçue par un mec qui s'appelle Bill Langer en 2007, ok, à l'époque où ce Oh. mec-là était déjà à l'époque honneur d'une salle affiliée CrossFit. La légende raconte qu'il était le voisin, entre autres, d'un certain Greg Glassman. Et donc voilà, il a commencé comme revendeur d'équipements et puis ensuite il a commencé à construire son propre équipement, tant et si bien qu'il est devenu équipementier officiel des Games. D'après vous, en quelle année est-ce qu'il est devenu équipementier officiel? On fait que se planter depuis tout à l'heure. Bon, allez, 2011? Ouais, 2011, ouais, 2009, les gars. Donc, comme quoi, l'air de Ah ouais, rien. direct. Et ouais, hein. Sur 2023, ils vont rempiler. Donc, ça fera déjà 14 ans qu'il est lancé dans l'aventure. L'entreprise aujourd'hui, elle a la bagatelle de 1400 employés. C'est quand même assez fat, hein. À titre de comparaison, si on prend CrossFit, ok, en tant que tel, je crois qu'il y a quelque chose comme 200 employés chez CrossFit, plus 200 personnes qui travaillent en tant que formateurs. Donc, ça donne un peu une idée de la Ouais, dimension. puis ils soutiennent pas que les games, hein, ils font toutes les compètes, ils sont généralement sur tous les événements européens, mondiaux de CrossFit, hein. Ah, et puis voilà, et puis en plus de ça, ils font aussi du strongman, ils sont sur tous les Arnold classiques, etc. Non, c'est vraiment devenu gros. Ils ont même failli sponsoriser les jeux qui devraient se dérouler à Los Angeles en 2028. Ils sont pas passés loin, mais en tout cas, non, c'est vraiment du lourd. Et pour la petite histoire, donc Bill, le fondateur ok, de la marque, travaille avec sa femme, qu'il est nul autre qu'une certaine Cathy, qui elle-même a gagné les Games en 2008. Donc on comprend à quel point ils sont intimement liés à, on va dire, le monde du CrossFit en général. Tant et si bien qu'ils ont monté leur compétition, qui est aujourd'hui un des événements majeurs du circuit, qu'on appelle le Rogue Invitational. Eh ben, écoutez, merci Père Castor pour cette évocation de l'histoire des Rogues. Et Wikipédia est mon ami. C'est comme ça. Donc ça, de ce côté-là, il y a pas de souci. Ok, on peut continuer à avancer. Si vous voulez, on peut discuter un petit peu de la prog sans forcément rentrer dans trop de détails. Mais je pense qu'on a tous regardé pas mal ok, les épreuves de la compétition. Est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué, vous a interpellé? Ouais, si tu veux y aller, Tom, je te laisse aller en premier si tu veux. Ouais, moi de prime abord, je trouvais que c'était du CrossFit assez classique, assez old school, quand on voyait que alors là pour le coup c'est Spiller et c'est Bridges au platine, mais ça aurait pu être des mecs qui wodaient à cette époque-là, ça aurait pu être Ben Smith, je pense qu'on a retrouvé à peu près ce genre d'event.
Et puis en fait, il y avait quelques petits détails cachés qu'ils n'avaient pas dévoilés avec la grosse barre pour les barres muscle-up qui change complètement le WOD, qui a quand même un peu amené quelques nouveautés et un peu pimenté les épreuves. C'était un bon mix du coup entre des trucs très classiques, Metcon Jim White et allez hop, on y va, et des trucs qui les sortaient un peu plus de l'ordinaire, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux personnes qui ont programmé, parce qu'on pourrait avoir tendance à penser que sur les dernières compétitions, on a souvent des gens qui sont actuellement dans le CrossFit ou qui ont actuellement des programmations. Et là, faire appel à des gens qui ont représenté un peu le passé de ce qui a pu se faire dans le CrossFit de haut niveau, ça change un petit peu. Yes, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Après, il y a des trucs, moi, que j'ai trouvé vraiment cool dans la prog et surtout dans l'organisation de la compète. C'est notamment quelque part la création, cette espèce de pente, ok, dans le stade qui a servi à plein de trucs très différents pendant la compète, aussi bien des sprints que tracter des sacs lestés avec une corde, etc. Moi, c'est le truc qui m'a marqué par rapport à ces games. Tu évoques le lien avec le passé, mais je pense que c'est tout à fait ça. J'ai l'impression que dans cette édition du Rogue Invitational, il y a eu un gros coup de chapeau qui a été tiré un petit peu avec l'histoire des CrossFit Games. Si je puis me permettre, on a vu du parcours d'obstacles, ce qui se faisait beaucoup à la première époque du CrossFit Games. Le fait d'avoir à monter une pente, bon, même si tout n'est pas comparable, mais je trouve que c'est une référence assez implicite Ouais. à la colline du ranch de Dave. Il y a un truc, il y a un truc dans ce goût-là. Et même le dernier event sur lequel on aura l'occasion de revenir, qui est l'event 10, qui est un Grace. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans leur communication, Rogue, ils ont fait référence du coup à l'édition, je crois, 2015 ou 2016 des Games, à l'époque où avait été du coup programmé le Double Grace, en disant voilà qu'il n'y avait plus jamais eu ce mode-là de programmer dans une grosse compétition et que donc c'est pour ça qu'ils avaient choisi d'en faire cette variation. Donc, je trouve Ouais, qu'on je trouve ça. on crée des ponts quoi, dans cette programmation. Ouais, carrément. 2014. Non, Ça, oui. je t'en prie, vas-y. En Ouais, 2014, le double Grace. Dernière participation de Froning, du coup. tu peux pas lui faire. Tu peux pas lui faire. Ouais, Ouais, là, c'est un truc de ouf. Là, 2016, tu t'es éloigné, là, hein. tu vois, j'avais encore une chance avec la date de création de Rogue, mais sur les stats et Ouais. les épreuves, c'est mort, je l'aurais jamais. Donc, en Eh, tout cas, Tom, laisse-nous une chance. Pour une fois qu'on prépare le podcast un temps soit peu, laisse-nous au moins une chance. en tout cas, ouais, non, ça c'est vraiment sur la programmation qui était vraiment cool. Et puis aussi en même temps, il y a toujours quelqu'un qui a pu créer plusieurs fois qui avait un biais sur la force autour de cette compète. Personnellement, je n'ai pas eu l'impression. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas forcément un biais sur la gymnastique. Ça, c'est certain. Mais au final, non, non, c'était plutôt bien ficelé. Les events étaient cool à voir. Ouais, c'est clair. Et puis, je trouve très bien qu'ils aient fait quand même appel à un benchmark CrossFit. Franchement, faire appel à un benchmark CrossFit dans une compétition, ça rappelle un message fort, quoi. C'est que ces WOD-là, il faut vraiment pas les oublier. Il faut vraiment s'en servir et se tester dessus régulièrement. Cool. Est-ce qu'il y a une perf des gars pendant le temps de la programmation qui vous a choqué? Genre en bien, j'entends. Alors vous dites là, vraiment, les mecs sont trop forts. Ou les filles, hein, d'ailleurs. Dans les athlètes. Ouais. Ouais, franchement, plusieurs personnes. Franchement, moi, quand je vois, par exemple, Nick Matthew, Mirko Crop Top sur le back squat from the rack, qui envoie une sauce pas possible, et tu as l'impression qu'il pourrait en faire 10 par tour, que ça ne changerait pas le WOD, c'était impressionnant. Ou même Jeffrey Adler sur le clean and jerk. C'est deux trucs qui m'ont vraiment impressionné. Ton avis, Tom, sur ça, il y a un truc qui t'a marqué où tu te dis vraiment que les mecs étaient forts. Moi, je rejoins assez Gauthier sur l'histoire du back squat, voir tout le monde lever 180 bombes comme si c'était une paille. Je me suis dit, ok, là, les mecs sont solides. Ouais, ouais, bah, Mathieu, en plus, il a eu une grosse vitesse après, en plus, sur les box jumps. Tu voyais qu'il y avait vraiment pas, quoi. Il voyait pas le problème. Non, je sais pas si vous avez fait gaffe un peu sur le DT EcoBike, un peu les temps que mettaient les mecs à chaque fois. C'était assez impressionnant. Koski, il a tourné, je regardais à chaque fois le chrono. Il a mis 35 secondes au tour sur tous ses tours de DT. Il y a, la barre, il y a vraiment pas d'impact, quoi, hein. C'était assez impressionnant. Puis il n'a pas perdu en vitesse. Vraiment, sur le DT, j'étais assez choqué, quoi. Tac, tac. Je vais essayer de voir Ouais, si tu je vois, puis peux même encore, de ça. tu vois, encore faire un WOD Hero dans une compétition comme ça, c'est quand même très chouette. On a vu dans CrossFit.com qu'il y avait beaucoup de variations du DT récemment, ces derniers mois dedans. Et donc, remettre ça dans cette compétition, je trouve ça cool.
Yes, on a quelques images, mais ouais, c'est vrai que les mecs, sans déconner, ils bougeaient assez vite. Je ne sais pas si vous la voyez, les gars, mais Si, là, tout est bon. Nikov qui envoie une vilaine sauce. On Ouais, fait bah, avec le dos en canne à pêche. Krenikov, il a jamais lâché la barre des 5 tours, quoi. Ouais. Bon, après, les cleans sont discutables, si vous me demandez mon avis, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais, il y a un juge qui est en face. Bon, il aurait été sur le côté, ça aurait pas été plus mal non plus. Mais C'est la visière, dans la casquette. elle est Ils ont là. excès- Tout Ouais, s'y mais quand même, c'est les finit. genoux qu'il faut la regarder, monsieur. Mais en tout cas, indépendamment de ça, après, c'est le jeu du sport, mais ça a quand même méchamment envoyé la sauce. Puis en plus, on voit de face, mais ouais, les mecs ont pas rigolé. C'était une épreuve qui était assez cool. Une épreuve qui était Ouais, assez cool. carrément. Hop, Et tu vois, c'est c'est quoi? encore une fois, là, si on parle de la scénographie un peu des WOD, là, est-ce que ça n'aurait pas été plus visuel de mettre 3 barres, par exemple, ou 5 barres, par exemple, pour voir les mecs courir et savoir où est-ce qu'ils en étaient et tout ça? Tu vois, là, sur Ouais, ce WOD-là, encore une fois, on a du mal à se représenter où est-ce qu'étaient les mecs, à quel tour ils étaient, qui gagnait, en fait. ça, ouais, mais tu sais, le problème, c'est que des fois, il faut avoir beaucoup d'équipements à disposition. C'était pas sûr qu'ils Ouais, c'est quand aient. même Rogue. Ils avaient que 10 barres. En fait, je crois qu'il y avait deux trucs. On aura l'occasion d'en reparler, mais moi, je trouve que sur le stream, sur le spectacle, il y a deux choses. J'en discutais ce matin ce midi avec Guillaume Briand, parce qu'il était sur Paname, et du coup, on a mangé ensemble. Lui, il a adoré, entre guillemets, le stream. Moi, j'ai moins aimé. Je pense que c'est parce qu'on ne cherche pas la même chose. Je pense que le stream tel qu'il était foutu là, ce qui avait de cool, c'est que tu avais toujours une bonne vue d'ensemble sur l'intégralité des athlètes. Donc, ou très souvent, en tout cas, ce qui permettait quand même de voir qui était devant, qui était derrière. Et puis, c'était des hits de 10. Donc, au final, c'était assez facile à suivre. Maintenant, je n'ai pas trouvé ça particulièrement bandant à regarder en termes de spectacle. Euh, et donc, je pense qu'en fait, les mecs qui sont un peu athlètes ou fans du sport, ils étaient quand même contents de pouvoir avoir une vue d'ensemble. Maintenant, moi, j'avoue, j'aime bien tout ce qui se passe un peu aux games dans la mise en scène, où tu vois vraiment le mec en train de souffrir, le gars roulé par terre, et c'est vrai que pendant ce temps-là, tu vas pas voir les derniers en train de finir. Donc, je pense qu'en termes de spectacle, les games, c'est un peu plus abouti, mais par contre, en termes de lecture, peut-être que là, vu que c'était un peu plus simple et moins de personnes par vague, c'était plus facile de se repérer, de comprendre qui se situait où. Je sais pas, toi, Tom, je sais que tu es un gros fan du fait de regarder les compètes. Toi, tu as pensé quoi du coup du stream et de ce que tu pouvais récupérer du spectacle? Ouais, alors je suis partagé entre toi et Guillaume, du coup. C'est vrai que les hits de 10, ça, c'est vraiment super pour suivre. Mais après, là, au niveau de l'AREA, quand il y avait les log bars, ils ont mis 10 minutes pour proposer les 4 écrans quand tu avais les 4 qui liftaient en même temps. Tu avais des plans larges au moment où il fallait zoomer. Le premier WOD, ils ont mis presque 10 minutes pour balancer le chrono sur le côté. C'est quand même pas mal de petits trucs qui font que c'est un peu difficile, quoi. Tu vois pas grand-chose au final, c'est un peu difficile à suivre. Donc à ce niveau-là, c'était pas extraordinaire. Et après, pour le coup, les games, ils ont quand même un peu trop tendance à zoomer que sur les 2-3 leaders. Et c'est vrai que tu vois pas trop le reste, quoi. Mais bon, ça va tellement vite que je pense que pour les caméramans et la régie, c'est assez compliqué de switcher, toujours proposer les bons plans. Mais quoi, là, je suis le mec de Rogue pour avoir vu un peu comment ça se passait avec vous au French. Le mec à la régie, il met 10 minutes pour envoyer le chrono sur le côté de l'écran. Je pense que tu tires un peu les oreilles, quoi. Mais c'est possible. Après, à côté de ça, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le stream. J'ai vu une paire de fois sur des plans larges, des caméramans et des caméras HF Ouais, courir comme des malades mentaux pour aller se Et placer. même sur la butte, là, sur le e-sprint, les mecs qui couraient sur la butte et tout, c'était ouf. ouais, ils avaient intérêt à être en forme aussi. Ah, c'est sûr, ça envoie la sauce. Bon, en tout cas, c'est sûr. Après, je pense que c'est comme tout. Je pense le Rogue Invitational, je crois que c'est très connu et reconnu pour la qualité de l'organisation, en tout cas pour les athlètes et la manière dont ils sont un peu, si c'est pas considéré, mais en tout cas soignés pendant le temps de la compète. Après, faire du stream, c'est un métier encore à part entière. Puis imaginez, je ne me rends pas trop compte de ce que c'est que le quotidien des mecs qui font du streaming sur des événements sportifs. Mais c'est sûr que là, quand tu es face à des crossfitters qui se déplacent sur un fil, ça déplace des objets lourds et tout, c'est pas évident. Mais en tout cas, ouais, ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que finalement, tous ces événements-là, notamment quand ils ont une portée internationale, le seul moyen que tu as bien souvent de les capter, c'est quand même au travers du streaming. Voilà, bah, globalement, c'était quand même assez cool. Mais je te rejoins, Tom. Comme je dis, je ne cautionne pas tous ces propos, mais je les diffuse. Ok, est-ce Ce que qui est étonné, c'est qu'ils ont proposé par contre une super mise en scène sur le trail, quoi.
Ouais, Ah, ça, je pense honnêtement, c'était vraiment une bonne idée. Je sais pas ce que tu en ouais, penses. ouais, ça, franchement, c'était vraiment sympa à voir. Du coup, ils te mettent un peu l'eau à la bouche. Et après, il y a eu pas mal de petits couacs, malheureusement. Mais bon. Ouais, si vous n'avez pas trop suivi la programmation, en fait, très tardivement, juste avant le début de la compétition, ils ont annoncé qu'elle allait démarrer un jour plus tôt que prévu, avec une espèce de trail d'environ, je ne vais pas dire de bêtises, mais globalement peut-être 6 à 8 kilomètres, un petit peu entre les deux, avec du coup de la course à pied avec un sac lesté, de la course à pied normale, et également un travail de déplacement de sandbag et un retour encore en course à pied. Et ce qui avait de cool, c'est que plutôt que de nous filmer quelque chose qui était peut-être pas réalisable, parce qu'il faut bien se rendre compte ce que c'est d'aller filmer dans des endroits où il n'y a peut-être pas d'antenne relais, 4G ou autre pour envoyer les signaux, ils ont décidé de capturer en fait l'épreuve, avec notamment des drones, puis ensuite ils ont traité dans la nuit en post-prod pour pouvoir mettre parfois sur des plans filmés du ciel qui était devant, qui était derrière. Et ils ont diffusé ça en guise d'appetizer avant de lancer la première journée véritablement de stream avec l'event numéro 2. Et franchement, j'ai trouvé, ouais, je suis assez d'accord avec toi, j'ai trouvé ça assez smart. Et puis, une nouvelle fois, en termes de prog et tout, il y a quand même sur cette épreuve pas mal d'athlètes qui avaient certains trous dans leur fitness qui ont été exposés. Une nouvelle fois, j'adore Del Spiegel, mais c'est sûr qu'on se dit qu'elle aura du mal à gagner les games si elle ne peut pas courir comme ça s'est vu lors de cette épreuve-là. Voilà, j'ai cité elle parce que c'est elle que j'ai vu le plus, mais je ne doute pas qu'il y en ait eu d'autres. Il y a certains athlètes qui avaient joué le jeu, qui avaient une caméra embarquée en plus. Donc, ça, au niveau des images, c'était assez sympa, quoi. Tu as le souffle, tu entends l'effort, tu vois l'adversaire où il est devant, tu vois qu'il essaye de le suivre, de s'accrocher, quoi. C'était assez sympa, quoi. C'est bien, c'est. Welcome to the Rogue Invitational in POV. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut faire de l'oseille avec ça. Ok, après, je voulais revenir un petit peu sur une analyse que tu m'as partagée un petit peu, Tom, en ce qui concerne la deuxième journée, en fait, entre guillemets, de stream. Donc, ce qui serait la journée du samedi, si je dis pas de bêtises. Toi, c'est une journée où, d'après ce que je comprends, tu as l'impression qu'ils sont un petit peu loupés au niveau de la compète. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi? Ouais, bon, j'ai été un peu déçu au final du spectacle qui était proposé. Bah, en fait, les WODs, tu les prends indépendamment les uns des autres. Les trois WODs sont très bien, quoi. Mais la succession des trois épreuves fait que c'était super long à regarder pour un temps de WOD qui était au final très très court, quoi. Il se passait pas grand-chose. Et moi, je me dis et surtout, bon, ce qui a cristallisé le plus ça, c'était vraiment l'épreuve avec les sprints et les éliminatoires. Et au final, c'est une épreuve qui est censée faire un peu le show au niveau du spectacle, parce que alors tout va se jouer à des dixièmes. Mais au final, bah, ces dixièmes-là font qu'il y a eu des appels, des contre-appels, une athlète qui a dû refaire le WOD toute seule parce qu'il s'était trompé. Et au final, tu avais un passage le WOD, il durait entre 30 et 35 secondes. Et des fois, tu avais 15-20 minutes d'attente. Et tu vois, je me dis, si tu veux développer le sport de CrossFit, s'il doit se développer, il y a un moment, ça doit passer par la retransmission, ça doit passer par peut-être par des droits télé, ce genre de choses. Et il y a un moment, tu peux pas capturer du public qui est pas passionné par le CrossFit en proposant des events avec autant de pauses, quoi. Donc, franchement, même moi, au bout d'un moment, j'ai regardé l'event des femmes et l'event des hommes, je l'ai zappé. J'ai dit, je le regarderai demain en replay, je ferai avance rapide parce que c'est trop long, il se passe rien. Et je C'est trouvais sûr qu'on ça un peu dommage, tu vois, peut-être il aurait fallu mixer, mettre un WOD du dernier jour, par exemple le WOD avec les muscle up qui était un peu long, qui propose un spectacle, voilà, et le inverser avec un autre WOD. Mais là, la succession des trois épreuves, franchement, c'était pas extraordinaire à regarder, quoi. Ouais, je te rejoins assez parce que j'ai lu ça un petit peu, même dans un blog anglo-saxon très connu que je déteste. Euh, mais je te rejoins. Surtout, en fait, quand des fois je fais le parallèle avec d'autres types, on va dire, d'activités physiques ou sportives. Je sais pas si, par exemple, vous aimez le MMA. Ok. Pas spécial. Bon, Ouais, ça va plus vite entre les combats, hein. alors Ça ouais, s'enchaîne c'est direct. sûr c'est sûr que c'est plus facile à consommer, etc. Mais il y a quand même ce truc où à la base, ça aurait pu être quelque chose de très dur à vendre, dans le sens où tous les gens qui vont regarder le MMA, c'est pas des pratiquants qui ont envie de se foutre dans une cage et de se taper dessus. De la même manière que tous les gens qui pourraient avoir envie de regarder du CrossFit ne sont pas pour autant des gens qui ont envie de faire de la compétition ou qui même sont des pratiquants. Mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'en fait, à la différence de ce que nous, on peut faire en termes de compétition, c'est beaucoup plus facilement consommable dans le sens où, tu vois, par exemple, en France, tu as un mec qui s'appelle Fernand Lopez.
Il crée une organisation qui s'appelle Ares, tu vois, et puis là, ça fait 1 an peut-être que c'est créé, 18 mois, je ne vais pas dire de bêtises, et bim, tu vois, il a vendu les droits de rediffusion à Canal+, tu vois, déjà parce que forcément le MMA, ça a le vent en poupe, mais aussi et surtout parce que c'est du contenu qui est facilement consommable. Et à côté de ça, c'est vrai que nous, on a envie de travailler sur un test de fitness, qui est un test de fitness, entre guillemets, qu'on veut le plus complet possible, mais parfois dans la forme, tu vois, ça devient difficile à consommer. Alors que peut-être, je dis ça comme ça, hein, mais peut-être que si on était sur des choses qui ont vocation qu'à être vues, tu vois, ou qu'à être transmis en télé et qu'on ait quand même envie d'avoir ce même test, on pourrait imaginer, tu sais, 2 events par jour pendant 5 jours et vraiment diffusé sur un laps de temps très resserré, ok, où les mecs ils s'enquilleraient, tu vois, 2 épreuves le même soir entre 18h et 22h par exemple, tu vois, et ça ferait peut-être le show. Tu as tout avoir d'autres formats sans tomber dans le grid où c'est un peu tout et n'importe quoi et où en vérité tu testes pas le fitness d'un individu en particulier, tu testes les spécialités d'un groupe de personnes, quoi. Mais ouais, il y a peut-être un truc à faire quand même. Tac. Ouais, c'est un peu ça, c'est de trouver un équilibre entre le test que tu proposes aux athlètes et le show que tu mets aussi en parallèle, quoi. Et Moi, du coup, je sais pas si vous avez jeté un petit coup d'œil au prize money. Si, un petit peu, ça avait l'air de tomber fort quand même. Quand tu as Ouais, regardé en détail. non, au final, si tu vois les 2-3 premiers, tu as l'impression justement que ça tombe fort, quoi. Mais en fait, derrière, il y a plus rien. Et il y a un moment, si tu veux développer ça et que les athlètes se professionnalisent de plus en plus, ils vont avoir besoin de ça, quoi. Au final, là, celui qui fait 10e, bon, ils prennent tous pareil, de la 10e à la 20e place, tu prends $5 000. Il y a pas beaucoup de sports pro où alors, c'est pas 10e mondial, mais bon, tu es dans le top 20 monde, quoi. Tu prends $5 000. Cara Saunders, elle est venue d'Australie. Le voyage, il lui a coûté le triple, quoi. Donc, si tu veux le développer, il y a un moment, il va falloir, c'est des paramètres peut-être à prendre en compte un petit peu plus, quoi. C'est certain. Après, je pense honnêtement que le CrossFit à l'heure actuelle, ça ressemble un peu au rugby dans les années 90. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui se rêvent athlètes professionnels, même parmi les tout meilleurs du monde. On reste quand même une activité qui doit être pratiquée en compétition. Tu as combien de personnes qui font de la compétition en CrossFit, un peu sérieusement, au travers du monde? Allez, 50 000 personnes, 100 000 personnes. Tu vois, c'est tout petit. Par contre, en vrai, c'est vrai que l'organisation des events, la manière dont on les rediffuse, comment on communique autour des mecs, je crois surtout qu'il y a un décalage entre le niveau de déplacement, ah mince, le niveau de développement du sport en lui-même, ok, c'est-à-dire voilà, on a des choses, on fait des choses qui sont parfois très bien finies, et derrière la réalité économique qui se profile. C'est compliqué, mais je pense, j'ai parlé du rugby, mais je pense que le MMA, c'était la même chose. Tu vois, je reviens un petit peu là-dessus, mais moi, j'ai connu des générations de combattants qui sont passés complètement à côté de tout, alors qu'ils étaient titrés plein de fois, qu'ils faisaient tous les tournois du monde, ils avaient gagné les grands tournois de JJB et compagnie. Et pour autant, ils ne prenaient pas un caillou. Et presque aujourd'hui, et je vise personne quand je dis ça, mais à la rigueur, même si tu es un peu un peintre, si tu es bankable, si tu es bien entouré, s'il y a des gens qui s'occupent de toi, qui ont les bons contacts, qui peuvent t'aider à te construire une carrière et que toi, tu es intelligent, bah, tu peux gagner tes sous. Je crois juste en vérité que malheureusement, on est à une zone charnière et que tous les mecs qui sont vraiment dans leur prime, là en 2024, même 2025, ne seront pas ceux qui vont se tailler la part du lion. À un moment donné, ça va s'équilibrer. Et je pense que c'est peut-être d'ici 5-6 ans qu'on verra vraiment le développement d'une économie autour des athlètes professionnels. Parce que, une nouvelle fois, hein, même si tu prends n'importe quel footeux ou n'importe quel grand, on va dire, sportif français aujourd'hui, c'est pas souvent les acteurs directs du sport. Prends Teddy Riner, par exemple. C'est pas la Fédé de judo, c'est pas Adidas ou tu vois ou ses victoires en tournoi qui lui ramènent de l'argent, c'est tout ce qui gravite autour. Tu vois, c'est tous les sponsors du monde extérieur. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'y est pas. Mais il faut trouver le juste équilibre. Parce que c'est vrai que sinon, à un moment donné, on va pouvoir. Enfin, ça peut empêcher le côté sportif d'avancer. Mais je pense que c'est juste qu'on est très conscient de ça. Mais c'est simplement parce que ça va très, très vite, quoi. Très, très vite. Bon, on avance un peu. Il y a un gars dont je voulais qu'on parle un petit peu, on l'avait évoqué ensemble. C'est celui qui a quand même, au passage, gagné l'édition 2020 du Rogue Invitational. C'était l'année où ça avait été fait complètement en ligne, ok, pendant le Covid. Et cet homme-là, c'est Patrick Vellner.
Ok. Et est-ce que je dis une connerie en disant qu'il n'est pas passé loin, ok, de les gagner, ces Rogue Invitational? Ouais, Gauthier, je sais pas si tu as vu la Non, finale. vas-y. Ah ouais, Ouais, la finale, il s'est un peu sur le dernier event, il finit quand même 10e. Donc c'est quand même pas son meilleur event, mais ouais, il a quand même fait une bonne compétition, Patrick Vellner. Mais c'est toujours un mec qui est surprenant de par sa gymnastique et tout ça quand même. C'est quand même un athlète qui est vraiment bon là-dessus. Après, il a fait 10e sur la finale, mais franchement, en vérité, il n'est pas du tout passé loin. C'est juste qu'une nouvelle fois, il lui arrive un petit souci. Et alors, j'ai quelques images, Tom, tu vas pas me dire ce Ah, que c'est. quand il rate le jeté. on Ah non, va le voir au fond peut-être. ouais, il est juste au fond. C'est le troisième en partant du devant. Donc là, c'est les toutes dernières répétitions. Il est au coude à coude, hein. Franchement, à ce moment-là, quand on prend la vidéo, il est premier au classement provisoire. Il lui reste que quelques reps. Et là, il en fait déjà une. Et malheureusement, vous allez voir, il va prendre un mur à ce moment-là. 3-4 reps qu'il ne va pas être capable de sortir. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, Jeffrey Adler, lui, il ne dort pas. Et puis derrière lui, on va voir un Chandler Smith et puis le tenant du titre, hein, Medeiros, qui eux aussi vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Mais dites-vous, hein, il y a 10 secondes, il était premier du hit. Ok, il lui reste quelque chose comme 3 reps. Et là, il se fait rouler dessus. Ouais, celle-là, elle est déjà dure. Après, moi, pour rebondir, ce que j'ai bien aimé du coup avec Vellner, c'est que, et au final, c'est un peu ce qu'il a dit, je ne sais pas si vous avez vu, il a fait un petit post compète justement, où il dit qu'au final, le niveau, il est tellement serré maintenant chez les mecs que si tu prends pas un peu des risques, si tu te retrouves pas à pacer un peu trop fort sur un WOD et à tenter de faire quelques trucs, bah, tu n'as aucune chance de gagner, quoi. Alors, bah, du coup, voilà, il savait que sur celui-là, il n'a pas le choix. Il faut qu'il finisse devant Medeiros s'il veut le battre. Alors, il a sûrement poussé un peu trop fort. Il lui a manqué, il a tenu sur 25 reps, il lui a manqué 5 reps pour finir, quoi. Mais, mais j'ai bien aimé cette partie-là et tu sens que sur les events où il est fort, il sait qu'il va y aller, il sait que celui-là, il doit le gagner. Sur celui avec les muscle-up avant, il pousse, il met tout le monde dans le rouge. C'est lui qui met le pace, c'est lui qui règle le WOD. Et j'ai bien aimé qu'il y ait un peu plus, un peu de panache, un peu de. Alors, tu vois, j'adore Goodmunson, mais quand tu le vois WOD, il y a un moment où il se passe rien, quoi. Le mec, c'est un robot, il fait son WOD, il fait son truc, il sait qu'il tient ses paces, ses machins, ses trucs. Et puis, bon, bah, à la fin, voilà, bah, il est 6e, il aurait pu être 8e, tu l'as pas vu de la compète, quoi. Tu sais pas, au final, tu sais pas ce qu'il a fait. Alors que, bon, ben voilà, Vellner, il a joué. Sur ce coup-là, il a perdu. Peut-être que sur les Games, l'année prochaine, ça rapporterait un peu plus. Et au final, il a fait un peu la même sur le DT. Il a poussé un tour d'EcoBike. Alors, il a poussé un tour trop tôt, c'était le tour 4. Il a poussé fort. Il a mis 10 secondes à Krenikov sur les 15 cales. Alors qu'à mon avis, c'est Krenikov qui va le plus vite au monde sur de l'EcoBike. Et bah, sur le tour de DT derrière, il explose. Et puis, pareil, je sais plus, je regarde le classement. Il finit sur le DT. Il est où? Il finit 7 alors qu'il était 2 ou 3. Et tu vois, c'est des points qui perd en route et ça lui coûte le podium. Hein. Mais sans ça, il n'a aucune chance de gagner. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Quoi. Et je trouve que c'est un personnage un peu atypique dans le monde du CrossFit. Quoi. Ah, puis Ouais, en c'est plus, clair. au-delà de ça, il est vraiment cool, ce mec. Si un jour, tu as l'occasion de le rencontrer, enfin, on verrait. Je sais pas si tu l'as croisé au Games, toi, Patrick Non, Vellner. j'ai pas croisé. C'est vraiment un mec très chill, mais ouais, je te rejoins. Je trouve que chez les garçons, le field, il est toujours très serré. Je veux te dire, pour moi, autant chez les filles, en vérité, on n'a pas encore atteint complètement le haut niveau du haut niveau. Je vais te dire pourquoi. On a encore des athlètes qui sont très différentes les unes des autres, alors que chez les garçons, aussi bien en termes de perf que parfois même en termes de morphotype, ça y est, on commence à trouver vraiment, tu vois, l'archétype de l'athlète qui peut aller loin. Donc, c'est en ça que je pense que les femmes n'ont pas fini encore de nous surprendre. Et puis au-delà de ça, c'est bien que tu fasses référence à Björkvin, parce que j'ai lu aussi ici et là certaines critiques qui disaient ouais, c'est pas cool sur le stream, ils ont pas filmé Björkvin alors qu'il est là depuis longtemps, etc. On l'a pas vu de la compète. Et tu vois, une nouvelle fois, c'est un truc moi sur lequel j'insiste. C'est un spectacle aussi à ce niveau-là quand tu vas vraiment au plus haut niveau. Et donc, c'est pas de la faute de l'athlète, hein, il n'y a pas de shaming et tout, mais tu as toujours un arbitrage quand tu dois essayer de raconter une histoire au travers de ce qui se passe dans une compétition. Et donc, dans cette histoire, soit tu y es, soit tu n'y es pas. Soit tu joues les troubles faits, soit tu les joues pas. Tu as un mec comme Nick Matthews, par exemple, sur la dernière édition des Games, bah, tu vois, c'est un type, il est très fort, hein, mais c'est un type, tu aurais pu complètement passer à côté de lui, ok, pendant le temps de la compétition. Euh, Par rapport à son classement, par rapport à tout ça, s'il n'avait pas été flamboyant
tu vois, sur l'épreuve avec la corde à sauter et puis et la rampe de marche sur les mains. Et à partir de là, en plus qu'il a une identité forte, bim, il est rentré et il a fait le match. Et je crois que voilà, une nouvelle fois, ce qui est cool aussi avec Patrick Vellner, c'est que c'est un mec qui est, ouais, il est généreux. Et donc, même s'il doit péter un vélo lorsqu'il est au Games et que ça lui coûte OK, une victoire ou machin, ouais, il y va, il fait le spectacle. Et c'est ça qui compte. Et quand tu n'es pas un athlète comme ça, pas un athlète spécialement flamboyant, pour moi, par exemple, Fraser, c'est pas un athlète spécialement flamboyant. Tu n'as qu'un seul truc pour être sûr qu'on va toujours parler de toi, bon, c'est d'être le meilleur, tu vois, et de mettre une branlée à tout le monde. Et voilà, et donc un mec comme Björn, bah, quand il fait deuxième des Games, bah là, tout le monde va parler de lui. Quand il va gagner un Murph, tout le monde va gagner de lui parce qu'il est flamboyant dans cet instant. Et puis malheureusement, si après il est un peu plus discret, et même si c'est parce qu'il est focus sur du travail, tu le vois un peu moins. Et je crois que même sur les dernières années, c'est aussi ce qui est arrivé par exemple, à André ou à Willy. Tu vois, c'est des grands athlètes, c'est des putains de bosseurs. Mais première édition des Games de Willy, il fait un top 10, il sort de nulle part. Donc les mecs, ils apprennent à dire Willy George comme ça, comme ils peuvent. Première année d'André, il y a l'épreuve d'haltérophilie où il commence à mettre la pile un peu à tout le monde, dont Fraser, etc. Et là, il commence à écrire son nom un petit peu parmi les grands. Et voilà, hein, c'est des moments comme ça qu'il faut réussir à développer pour se créer un nom. Et rien n'est jamais acquis, malheureusement. Il faut continuer. Ouais, ça, c'est sûr. Mais je suis content par exemple, d'avoir vu un Chandler Smith être capable de renouer, tu vois, avec la victoire, parce que lui, pour le coup aussi, il a tu vois, un caractère, un tempérament assez cool, quoi. Ouais, c'est pareil, il est complètement atypique. Ouais, il a un crossfit complètement dégueulasse. Faut pas trop le montrer pour le coup en retransmission, mais il est généreux, il fait les choses à sa façon. Et puis, quoi, ça casse un peu les codes. T'as besoin de mecs comme ça. On pourrait pas, quoi. Même Krenikov, hein, au final, il dénote complètement. Là, il vient d'arriver et il fait un effet complètement. Quoi, je trouve qu'il il s'est imposé direct avec sa façon un peu sa façon d'être, sa tête de Ruskov et ses gros tatouages qu'il a un peu effacés. Mais Et puis, je trouve qu'il y a un truc très drôle, comme à chaque fois qu'il lui donne la parole, vu qu'il ne parle pas anglais, c'est entendre parler russe dans ce type d'arène et tout. Je trouve ça très cool. Et en plus, c'est quand même hyper apprécié du public. Hein. Ouais. Faut quand même se rendre Non, compte. ça a été rendu compte au Games de ça, hein. Franchement, c'est un des chouchous du public. Mais il bouge bien. Par contre, Krenikov, c'est un mec qui bouge quand même pas mal. Donc, mais ce qui Et, surtout, je pense que ce qui a noté dans ce classement-là, c'est qu'on a quand même des mecs qui ont fait des bonnes perfs aux Games. Quand tu vois Ricky Garrard, il est quand même, il joue pas sur les avant-postes, hein, cette année-là quand même, hein. ça, c'est marrant que tu parles de ça, Gauthier. C'était ma question. Comment ça se fait qu'il n'ait pas réussi à briller, tu vois, Garhart, alors que quand on l'a testé deux fois aux Games, on l'a testé que trois fois, Garhart. Deux fois aux Games et une fois entre les deux, il a échoué qu'une fois. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a fait que là, finalement, ça a pas déroulé comme ça aurait pu? Comme ça aurait pu. Hormis le fait qu'il squatte avec les genoux qui partent vers l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? ouais, je regarde un peu là, Il est la 23, succession. c'est le back attack, hein, tu vois, c'est le back attack qui l'a mis dans la sauce, en fait. Le moment où il a dû falloir squatter lourd, c'est pas Ouais. le mec qui a le plus tiré son épingle du jeu. Avec les genoux qui vont vers l'avant, c'est pas facile en même temps. Je veux rien lâcher. Ouais. Et après, il Ouais. faut voir aussi. Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, après, il y a eu la petite succession d'épreuves là, où c'était quand même assez axé puissance. Déjà, on avait vu sur la fin des games qu'il était un peu en déficit là-dessus. Et après, tout ce qui est au-dessus de la tête aussi, il est vite en difficulté. Les parallèles HSPU, il a pas trop passé un bon moment avec la pré-fatigue des snatchs avec la dumbbell à 45. Et puis le log aussi, ça n'a pas dû être spécialement sa tasse de thé. Enfin, je veux dire, il doit être très fort, mais comparé à d'autres mecs Ouais. qui sont tellement puissants, les Chandler Smith, les Patrick Vellner, les Jeffrey Adler, Ah, quand tu Jeffrey vois Adler, Jeffrey il Adler, est vraiment en c'est train de dingue, hein. s'imposer comme étant un mec très, très fort. Hein. T'as vu, Ouais. il est deuxième au run quand même, Jeffrey Adler, hein. Non seulement il est deuxième au run, mais il est premier au Grace. Quand tu prends un peu le spectre de la condition physique, c'est pas parce que tu soulèves lourd que tu ne veux pas courir vite, hein. Bah, j'ai entendu dire que Jeffrey Adler était capable de jerker 200 bombes. Hein. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, ouais, c'est que ce n'est pas la meilleure compète pour Ricky Garhart, mais il y a aussi, indépendamment du fait qu'elles aient très bien performé en dehors de ça, il y a quand même notamment Laura Horvat qui s'est retrouvée aussi à se prendre les pieds dans le tapis avec un autre mouvement qui pourrait bien devenir sa bête noire.
Et c'est vraiment le parallèle déficit strict HSPU, même si pour cette édition, le déficit n'était pas ouf. Ouais, c'est ça le plus surprenant en plus, c'est que le déficit, il est vraiment pas ouf. Hein. Mais c'est la façon de mettre les mains. Quand tu mets les mains comme ça sur les parallèles, ça change vraiment tout quand tu pousses. Franchement, pour avoir testé un tout petit peu, c'est vraiment difficile. Là, on va le voir sur la vidéo. En fait, c'est pas vraiment la force des épaules qui pêche pour elle. C'est quand même une fille qui peut jeter très lourd. Hein. On a vu qu'elle était capable de faire le double Grace en 3,48. Mais c'est vraiment sa midline qui lâche, en fait. On voit au niveau de ses abdos, ça s'ouvre entièrement, ce qui fait que quand elle pousse avec le haut du corps, bah, toute la force, elle part dans le vide. Après, tu vois, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais par exemple, j'ai toujours été nul, tu vois, au strict HSPU, indépendamment du fait que je m'entraîne ou je ne m'entraîne pas. Et Tom, quand tu as écrit l'article un petit peu pour résumer cette épreuve, tu vois, tu as eu l'air de dire que tu ne pensais pas qu'elle pourrait se débarrasser un jour de cette faiblesse. Est-ce que tu sais un peu pourquoi? Bah, non, justement, parce que j'attendais vos analyses de coach, voir si vous, il y avait un truc qui vous choquait quoi, au niveau du mouvement. Parce que ça paraît quand même dingue qu'à ce niveau-là, tu vois, il y a un moment, elle deviendra jamais forte. Tu vois, une nana comme Briggs, elle aura jamais marché vite sur les mains de sa vie. C'est comme ça, elle a beau le travailler, mais tu prends ses débuts en CrossFit et la fin, il y a des énormes progrès. Et tu regardes Horvat, ça fait, je pense, 3-4 ans qu'on a commencé à l'avoir pété là-dessus. Et tu as l'impression qu'il ne se passe rien, il y a pas de progrès. Et tu te dis, putain, elle a pas fait une rep. Et à notre petit niveau, tu arrives à te dire, putain, je vais m'entraîner, je vais réussir à faire à peu près tous les mouvements. Et là, elle est en échec à faire. Il y a un mouvement de CrossFit qu'elle ne sait pas faire, quoi, alors qu'elle est dans le top 5 mondial. Moi, je pense qu'il y a un truc qui s'est quand même passé chez Laura Horvat qu'il faut quand même souligner. C'est quand même qu'elle a changé d'entraîneur un sacré paquet de fois. Ouais. Elle est passée entre les mains. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que tu as un nouvel entraîneur, tu as une nouvelle approche, tu vois, si tu veux. Donc, elle a été avec Birdie pendant un temps. Je ne sais plus avec qui est-ce qu'elle a été entre les deux. Et puis là, j'ai l'impression que c'est seulement maintenant, depuis une saison, en travaillant avec Ben Smith, tu vois, que là, finalement, elle est vraiment en train de transformer l'essai. Maintenant, Ben Smith, c'est quand même l'un des mecs qui a fait les games une dizaine de fois. Puis, je ne sais pas si vous le voyez dans son mode de vie, mais on parle toujours de Rich Froning dans sa grange et tout. Mais regardez un petit peu Ben Smith dans sa salle affiliée. Tous les jours, il se dégonde la gueule. Là, il a encore fait 100 snatch à 100 kilos. Il avait vu un truc marrant et il s'est dit, tiens, je vais essayer. Ouais. Puis dans les Et, classes, hein, lui, il fait les WOD avec tout le monde. Hein. Il n'y a pas ah d'histoire ouais, non, de je mais bouge dans mon coin, c'est c'est un, sauvage. Hein. c'est un vrai de vrai. Mais simplement, je pense que aussi, du coup, je ne veux pas me mettre dans ces baskets parce que je n'ai jamais coaché des athlètes de la qualité de leur Horvat, mais peut-être simplement que lui, il continue à faire avec elle ce qu'il sait faire, c'est véritablement du crossfit et développer de vrais généralistes. Et on ne se rend peut-être pas compte d'un œil extérieur, mais elle a peut-être tu vois ce que je veux dire, dans son assiette, il y a peut-être en fait finalement d'autres trucs sur lesquels elle avait besoin de s'améliorer. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que bon, alors, il faut qu'elle fasse gaffe avec cette faiblesse parce qu'elle peut payer le prix. Mais je veux dire, elle remporte quand même la compétition après avoir signé une perf de ouf aussi au CrossFit Games, avoir éclaté tout le monde pour sa qualification au semi-final. Elle qui sort de blessure du dos, qui se prenait aussi pareil un peu les pieds dans le tapis. Là, je crois que maintenant, elle est quand même devenue extraordinairement forte. Hein. Très, Ouais, très c'est clair. forte. Elle a quand même gagné 4 events de suite. Et puis, ce qui a brisé sa série, c'est qu'elle a fini deuxième. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Ouais, comme tu dis, on peut quand même gagner une compétition de ce niveau-là, tout en se faisant 3 stricts HSPU dans la compétition. Donc, c'est la question que je me posais. Mais ce que me disait quelqu'un de très éclairé du nom de David Lenouvelle, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait pas assez de participants dans cette compétition pour faire vraiment la différence. Tu vois, elle aurait fini 40e. En fait, ça aurait tellement étalé le leaderboard, ça lui aurait tellement mis des points dans la tronche que ça aurait peut-être redistribué un peu plus les cartes. Et Ouais, alors, ça, je pense que ça dépend un peu comment est fait la distribution des points. Tu vois. Mais après, peut-être justement, le parti pris, tu disais, Ellie, qu'elle bosse sur d'autres trucs. Peut-être que son parti pris, c'est aussi de se dire que dans tous les cas, qu'elle finisse 40e ou 37e, parce que si elle s'entraîne toute la journée à faire ça, elle va gagner 5 places et elle va pas développer le reste. Tu vois, elle se dit qu'elle prendra peut-être toujours un tampon et au final, foutu pour foutu, elle bosse sur le reste et elle bosse pas plus que ça là-dessus parce qu'elle sait qu'elle rattrapera jamais le retard qu'elle a accumulé, mais On au dirait Games, moi au bac. je non, sais, mais je sais pas si elle avait réussi à faire une rep au Games. Sur le Si, wall facing, Ouais. elle a fait 3 reps, non? Elle a fait 3 reps, je crois, au facing. j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ouais. Après, nous, dans ce qu'on dit, on aurait tendance avec Ellie quand même à pas dissocier la santé de la performance sportive dans le CrossFit. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est quand même avoir le fitness le plus large possible.
Donc, avoir quelqu'un qui a un aussi gros trou dans son fitness et qui arrive à réaliser ce genre de choses, moi, c'est toujours quelque chose, pas qui me dérange, mais qu'on aimerait quand même plutôt équilibrer dans ce genre de choses. Après, par rapport à la répartition des points, bah, c'est juste par exemple pas la saison prochaine, puisqu'au semi-final, ils vont avoir un fil 2 fois plus important, certes pour 2 fois plus de places. Bah, cette fois-ci, si tu prends quand même une dernière place sur un event avec du HSPU, par exemple, bah, ça te met un méchant Ouais, boulot. c'est rédhibitoire. Peut-être Ouais, c'est peut-être sûr. pas au point, peut-être pas au point pour une Laura Horvat qui peut caracoler en tête partout ailleurs de louper une qualif puisqu'ils vont prendre 10 personnes. Mais admettons une fille ou un garçon qui sera un peu plus moyen, il ne pourrait pas se permettre d'avoir ce genre de truc. Ouais, Puis l'image à l'inverse, de Davis de tir. Là. Pardon. ouais. Mais à l'inverse, je me C'est quand. demande aussi, tu vois, par rapport au développement, tu vois, des garçons versus les filles dans le haut niveau, est-ce qu'un mec, tu vois, au niveau de performance qu'on a vu là, tellement c'est serré, est-ce qu'un Medeiros, il peut se permettre de faire 3, tu vois, strict ou 0 strict HSPU et quand même espérer remporter la victoire, tu vois, d'une compétition comme ça. Et en fait, en Ouais, réalité, je suis pas sûr. Tu peux pas te ouais, je suis permettre d'accord avec toi. de faire ça. C'est Dans quand tu vois ce genre de choses. Medeiros, c'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'events de manière générale dans les compètes, mais par contre, il est toujours sur le devant de la scène. C'est rarement celui qui se lève le plus lourd, c'est pas trop celui qui court le plus vite, mais il est toujours dans les 5 premiers. Il se prend un tout petit peu les pieds dans le tapis, mais il limite toujours la casse. En tout cas, on verra si Horvat elle est capable d'améliorer ça. Bon, j'ai aucun doute là-dessus. Elle a quand même été dantesque sur tout le reste de la compète, mais simplement, voilà, on peut noter, Ouais. c'est rigolo. On a trouvé qu'elle était un petit peu sa bête noire. On n'est pas loin d'arriver à la fin du podcast. Il nous reste encore 2, 3 sujets à évoquer. Et le premier, c'est peut-être le sujet qui te tient, toi, le plus à cœur, Gauthier, parce que je sais que tu m'as parlé que de ça pendant la préparation du podcast. Et c'est un petit peu l'envie de parler du tournoi des légendes. Ah oui, non, c'est le tournoi des légendes de Roland Garros. Donc là, non, il y a Avec Cédric Pioline. il n'y a pas de Mansour Barami dans ce dont on va parler maintenant, donc je vais essayer de retrouver. Mais en tout cas, vous devez capter que s'il y a un truc à regarder aussi au Rogue Invitational, c'est quand même la catégorie des légendes. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que cette catégorie? Oui, carrément. La catégorie des légendes, c'est tous les acteurs, hommes ou femmes, qui ont fait les belles heures du CrossFit mondial pendant les 10, 12 dernières années, même 13 dernières années, parce qu'il y avait aussi Chris Clever qui était là, donc les 10, 12 dernières années. Et ils ont fait des teams mixtes où ils mélangeaient les partenaires à chaque fois sur les différents events. Et ils ont pu se frotter à des modes un peu adaptés par rapport à ceux que les élites ont eu, mais dans la même veine, quoi. Et puis là, l'ambiance était vraiment très, très cool. Là, on voit Briggs qui se fait encourager par tout le monde, par Annie Sakamoto qui est juste devant, mais on a pu voir dans l'event 1 avec le log, les muscle-up au log, où Annie Sakamoto faisait 3 reps unbroken et ensuite elle aidait sa partenaire à faire un spotted muscle-up, et ça c'était vraiment très très cool. Et on voit que l'ambiance est quand même plutôt super bonne dans cette équipe-là. Là, dites-vous que si vous n'êtes pas capable de citer les noms des gens qui sont sur cette vidéo, ça veut dire que si vous pensez que vous étiez fan de CrossFit, il faut aller rechercher un petit peu dans les archives, etc., pour comprendre un peu qui est qui. Et puis, il y avait quand même un truc assez cool dans le format de cette compétition, c'est que, et ça, je ne sais pas si c'est inédit ou pas, j'ai l'impression que oui, ils ont formé à chaque fois des binômes pour chaque épreuve, ce qui fait qu'en même temps, les mecs, ils avaient envie de gagner, mais vu qu'ils changeaient de partenaire plus ou moins à chaque épreuve, au final, il n'y a pas non plus cette pression du classement général. Et ça a rendu des trucs plutôt cool à regarder. Et ils ont vraiment pas démérité, hein, notamment sur l'épreuve avec le bar muscle up avec la grosse barre. Quand même, chapeau bas à Annie Sakamoto, l'une des toutes premières élèves de Greg Glassman, qui te tapait les bar muscle up 3 par 3, tandis que d'autres athlètes, parfois plus jeunes et hypothétiquement plus fit, galéraient avec ces petites variations d'équipement, quoi. Ouais, si je dis pas de bêtises, je crois que Annie Sakamoto, elle a quand même gagné les Games cette année ou l'année dernière. Donc, Dans sa catégorie, tu veux dire? certes, oh, bien sûr, ouais, elle a quand même gagné les games, quand même, les amis. Donc, ouais, et puis surtout, je suis un peu biaisé, hein, mais voir Machan, Rich Froning, Dan Bailey, Josh Bridge, bon, c'était quand même plutôt cool à voir. Tu sais que j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, quand même, Go Tchouch, hein. C'est que une nouvelle fois, Rich Froning, il a teasé dans un podcast avec Sevan Matossian qui comptait sans doute faire les games dans toutes les catégories master en individuel. Voilà, pour démontrer que sur J'ai l'univers, vu, c'est bien j'ai plus vu ce fit. truc-là. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est juste pour te revendre des chaussures. Et ça a marché, ils ont sorti une nouvelle paire aujourd'hui, je suis déjà sur le coup. Donc, bravo Rich, prends mon argent. T'as un favori, toi, Tom, dans tous ces anciens athlètes là, qui ont écrit un petit peu la légende des games? Il y a un mec, toi, que tu aimais regarder ou qui t'aurait aimé ressembler dans ta pratique? Autre que Froning, tu veux dire? Si on Ah, faut putain, vous êtes l'enlever. du même clan tous les deux. Si tu dis pas Machan, c'est une mauvaise réponse dans tous les cas. Ça serait trop facile.
Non, j'aime bien Spiller. Ok. Ouais, bon, je vais te dire un truc, je te souhaite un jour de le rencontrer, mais tu prends comme tu veux, mais tu me fais penser à Everett. Comme ça. Non, mais dans le Ouais, sens où c'est aussi je un sais pas mec si t'as vu. supérieurement intelligent. Il disait que Josh Everett, tu vois, il y avait l'interview de fin de WOD où Khalifa disait bah, franchement, moi j'étais fan de Josh Everett, j'ai commencé le CrossFit grâce à lui et je me suis J'ai vu inspiré ça. vachement de ce mec-là. Et là, je peux WODer avec. Donc, c'est quand même des moments très cool dans cette compète. Khalifa sans gêne, qui avait un gros t-shirt marqué légende. Oui, j'ai vu. La légende. Il faut des gros pecs pour porter ce t-shirt, parce qu'il y avait beaucoup de lettres. Mais moi, ce serait juste écrit LD, parce que le t-shirt se creuse. Leg. Marqué jambes sur ton t-shirt. Bon, en tout cas, ça c'est cool. Donc Ouais, allez c'était voir ça. vraiment chouette. Et puis bien sûr, on pouvait pas faire ce podcast sur le Rogue Invitational sans quand même évoquer le parcours de peut-être véritablement la première francophone à participer vraiment au Rogue Invitational, du moins européenne, parce il y avait quand même Prévost, la québécoise, qui une nouvelle fois était présente sur le floor de la compétition et qui envoyait la sauce. Mais forcément, proximité géographique et puis même histoire de son développement sportif au travers du French oblige. Franchement, un gros chapeau bas à Manon Angonèse. Voilà, on a essayé un petit peu de la suivre au travers notamment des commentaires d'André pendant les 3 jours. André Houdet qui s'occupe de nos shortcut training et qui du coup gère plus ou moins la programmation et le coaching de Manon. Mais franchement, pour un premier rendez-vous au plus haut niveau, bah, moi je trouve qu'elle n'a absolument pas démérité et que c'est pas pris les pieds dans le tapis. J'ai dit 3 fois pieds dans le tapis dans ce podcast, il faut que je fasse attention avec ça. Est-ce que là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai l'impression que le début, c'était un petit peu, je ne vais pas dire chaotique, mais en tout cas, qu'il fallait quand même que ça prenne ses marques. Je sais que Ouais, toi, c'était la mise en route. C'était la mise en route. Ouais, puis elle a pas eu des épreuves évidentes du coup pour se mettre en route quand même, la pauvre. Je pense que le run, c'était pas sa partie favorite. Et puis derrière, tu arrives sur un event où elle est, pour le coup, pour son gabarit, super à l'aise en gym suspendu et tu te retrouves à avoir. Alors, elle a bien aimé, hein, ça lui a sorti de sa zone de confort, là, la Hog Bar, mais d'un coup, tu es perdu. Tu vois, derrière l'enchaînement back squat au rack, box jump over, à mon avis, a peut-être été pareil, un peu timide là-dessus. Quoi. C'était l'enchaînement des watts pour une rookie, c'était pas facile pour se lancer dans la compétition. Hein. Je pense que j'en parlais il n'y a pas longtemps, tu vois, mais je parlais de l'impact potentiellement que ça pouvait avoir de se retrouver au plus haut niveau avec les meilleurs athlètes. Je disais que sans doute psychologiquement, ça peut te libérer de plein de trucs. Je prends un exemple, à les filles, je ne sais pas combien est-ce qu'il était leur back squat, je ne vais pas dire de conneries, mais 130 kilos, quelque chose comme ça. 125, il me semble. Et donc, tu vois toutes ces filles, c'est capable de back squatter à la vitesse de la lumière. Je pense que psychologiquement, ça te développe un truc comme étant, OK, d'accord, ça, c'est le niveau qu'il faut avoir et c'est là qu'il faut que j'aille. Surtout une fille comme Manon qui, elle, a jamais eu de frein psychologique à se dire, ouais, je pourrais jamais faire ci, je pourrais jamais faire ça, mais qui a toujours avancé. Moi, la première fois que je l'ai rencontrée, elle faisait la compète du French en scaled et elle me disait déjà, l'année prochaine, je reviens en élite. Tu vois. Et elle a fait le taf, et non seulement elle est revenue en élite, mais elle a même été au-delà, entre guillemets, de ce qu'elle voulait. Et quelque part, moi, quand j'ai vu les garçons faire les back squats à 180 kilos, comme s'ils levaient une paille, bah, franchement, j'ai halluciné. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, c'est véritablement le niveau qu'il faut pour cruiser comme ça aux Games. Cela étant dit, je me rappelle en 2012 ou en 2013, on avait reçu à l'époque Khalipa à la boxe. Et franchement, il avait fait du back squat dans le coffre à l'époque. Et la montée en charge, c'était barre à vide. Et après, c'était des 45, des 45, des 45, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur la barre. Et déjà, à l'époque, il ne se posait pas de questions. Donc, il était le mec catégorisé comme étant, entre guillemets, le plus fort, peut-être avec un Lucas Parker à l'époque. Bon, bah, aujourd'hui, les garçons qui sont sur le field, ils sont tous aussi forts qu'un Khalipa. Et en même temps, ils ont la qualité de mouvement tu vois, d'un Froning. Donc, c'est assez ouf. Pleurez pas, les gars. Ok, Froning est mieux, mais je pense que vous avez compris ma démonstration. Je pense que tu veux dire. Ok, cool. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler de vive voix avec Manon. Je ne vous cache pas que c'est mon projet. Dans les 2 prochains podcasts que j'aimerais faire, j'aimerais beaucoup discuter avec Claudia Gluck pour essayer de comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'elle s'entraîne, notamment sur les ergos, notamment avec nos shortcuts, notamment avec Luc, qui est le honneur de Grillen. Et j'ai aussi envie de recevoir Manon. Donc, si jamais vous voulez mener ces interviews-là avec moi, vous serez plus que les bienvenus, les mecs. Ok. Yes, avec grand plaisir. Elle va enchaîner sur Dubaï en plus, donc Oh, les on va avoir un peu de transitions, ça y est, Tom n'a plus rien à apprendre. ça Les va donner, transitions sont ouais. Il est parfaites. prêt, l'animal, il est prêt. Oh là là. Eh ben écoute, Tom, puisque tu es chaud, vas-y, parle-nous un peu des prochains rendez-vous sur le calendrier de compétition, ce qu'on va pouvoir regarder, de quoi est-ce qu'on va pouvoir parler ensemble sur les prochains podcasts.
Ouais, là, le prochain gros rendez-vous, là, début décembre, avec Dubaï, pareil, un peu le même style d'event que le Rogue. Tout petit champ d'athlètes. À mon avis, il va y avoir pas mal d'épreuves un peu atypiques. Ça va être un bon mix. Alors, cette année, du coup, ils ont récupéré Fraser. C'est lui qui a fait les watts de qualif. Alors, je ne sais pas si vous avez fait gaffe aux watts de qualif. C'était C'était plutôt du Ouais, j'ai jeté un pompage, œil. de plein de trucs que tu étais déjà vu en CrossFit, notamment à l'Open, mais du coup, c'est bien. Ouais, ouais, c'était vraiment, c'était classique, quoi, hein. C'était Ouais. du test pur et dur. Je pense que ça va être un peu un équilibre entre tout ça. Ils aiment bien toujours faire un peu le spectacle quand même là-bas, montrer ce qu'ils sont capables de proposer. Et alors, il y a un beau champ d'athlètes. Je trouve que c'est un peu plus réduit que les années d'avant. Il y a pas mal de top athlètes qui font l'impasse quand même. Tous ceux qui sortent des games, qui ont fait les rogues, tu vois, justement, ils vont un peu quand même, je pense, un peu couper, un peu se repréparer pour l'année prochaine. Mais bon, il y a de quoi regarder, quoi. Bah, il y aura du bon monde, et puis surtout, comme tu le dis, c'est peut-être le premier gros rendez-vous de Claudia. Il y aura aussi Guillaume Briand, normalement, qui sera de la partie. Donc, Ouais, Victor, et Victor Hofer aussi. Donc, c'est bien de les voir tous oui, on aura commencer à 3 faire un peu Français. leur, je pense, sur un des trucs. J'espère qu'on aura un stream qui sera mis à dispo. C'est pas encore garanti, même si la plupart des années ils le font. En tout cas, on essaiera de suivre ça un petit peu comme le système qu'on a mis en place pour les games, et puis là pour le Rogue, avec un article chaque jour et peut-être un petit récap en fin de compétition. Yes. Ouais, avec plaisir. Bon, bah les gars, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fait le tour pour cette version extensive, ok, du Shaker Show. J'espère que vous avez été content de regarder ça et de l'écouter. Vous pouvez faire les deux, hein, sur Spotify, je dis ça, je dis rien. On se retrouve très bientôt, et puis d'ici là, achetez des Froning, mettez des bandeaux Philly sur votre front et allez lire ce qui se passe sur laout.space. Comme ça, voilà, on a parlé de tous nos sponsors officieux comme officiels. C'est de Merci la les com. amis, c'est un honneur. Merci les gars.